Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'APM. Je suis Rémi Rochon, je suis membre du Club Lyon Avenir depuis une dizaine d'années et j'ai la chance d'interviewer pour le compte de ce podcast les experts de l'APM depuis plus de 90 épisodes. Aujourd'hui, on est à la maison de l'APM, on enregistre le 21 février 2024. J'aime bien quand même situer toujours la date parce que, alors encore plus pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais de façon générale, c'est bien de savoir d'où on parle. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Loos, avec qui on va parler de l'islam, de la République, du conflit israélo-arabe. Je savais que j'allais avoir du mal à le dire, c'est difficile. Donc bref, des sujets qui sont à la fois passionnants, d'actualité et en même temps avec des enjeux qui nous dépassent largement. Donc là, bon voilà, je me suis mis, j'ai mis des pincettes, je vais prendre toute la prudence nécessaire pour aborder cette thématique-là. Et heureusement, j'ai en face de moi Frédéric, avec qui va nous nourrir de toute sa connaissance et de son point de vue aujourd'hui en février 2024. Salut Frédéric, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Frédéric, alors s'il fallait commencer par retracer tout ton parcours, là je pense que ça prend 10 minutes. Tu as un parcours complètement atypique, au point que tu en as même fait l'objet de ton premier ouvrage. Oui, c'est ça, j'ai écrit mon parcours, j'ai été ce qu'on appelle un décrocheur scolaire. Donc j'ai connu ce toboggan, cette glissade qui fait que je me suis retrouvé en apprentissage chez un patron dans l'hôtellerie pour préparer un CAP en travaillant. Donc au départ, pas d'études supérieures, pas de bac, pas de lycée. Et j'ai repris des études après l'armée, après mon séjour au Liban dans l'armée. Et puis de ce CAP, je vais regrimper les marches parce qu'il n'y a pas d'ascenseur social. C'est un escalier, c'est plus compliqué. Et ce que je pensais être un handicap, parce que pendant longtemps ça m'a complexé, c'était compliqué, ça c'est devenu quand même un atout parce que ça m'a donné une expérience importante de la vie. Et puis le fait d'avoir repris des études fait que j'ai pas fait ça par hasard, quoi. J'ai été très motivé. Mais alors ça c'est un premier point, c'est intéressant parce que je sais que auprès des patrons et des patronnes dans les clubs APM, il y a beaucoup de parents et qui se retrouvent en ce moment potentiellement avec leurs adolescents qui sont avec encore Parcoursup. Il n'y a plus aujourd'hui la possibilité d'aller, enfin en tout cas il n'y a plus le service militaire obligatoire. Toi à ton époque l'armée c'était obligatoire ou pas ? Oui. Ouais. Ah oui. Donc déjà c'était une première opportunité pour se remettre dans le bain. Nous maintenant ça n'existe plus. Donc décrochage scolaire total avant Parcoursup et pour autant tu arrives à retrouver du sens et à remonter à bord. Oui, décrochage scolaire et total, puisque je savais plus pratiquement écrire, je faisais énormément de fautes, j'avais un niveau de culture générale très faible, et j'ai devancé l'appel, puisqu'il y avait le service militaire. Je me suis engagé dans les parachutistes, dans une compagnie de combat, donc j'ai voulu avoir une expérience très forte, parce que j'avais lu Le Bataillon du Ciel, le livre de Joseph Kessel, qui... c'est la narration d'un épisode vrai. C'est des jeunes Français résistants qui ont sauté à J-1 sur la France libre, J-1 avant le débarquement. Ça m'a énormément ému. Et puis j'avais un père qui était très abattu, très embêté par le fait que j'avais abandonné mes études parce que j'étais retrouvé au chômage. Il y avait eu beaucoup de problèmes qui fait qu'il a beaucoup culpabilisé. Et il m'a encouragé à reprendre des études. Et quand je suis parti au Moyen-Orient, au Liban, au sein de la force intérimaire des Nations Unies, comme parachutiste, mon expérience et mon séjour du Liban va être proprement, pour moi, révolutionnaire et stimulant, parce que d'abord, ça va me donner envie de m'extraire de ma condition sociale et de reprendre des études, et puis surtout de comprendre et de décrypter l'expérience folle que j'avais vécue au Liban, la guerre du Liban, la guerre israélo-libanaise de 82 que j'ai vécu en direct, la guerre israélo-palestinienne avec l'OLP que j'ai vécu en direct. Donc en 6 mois et demi, des événements fous, j'étais sur place et là j'ai eu envie de les décrypter et de là s'est engagée une réflexion tout en reprenant des études, une réflexion géopolitique, historique, théologique, spirituelle, personnelle, voilà. Là tu nous le dis aujourd'hui mais ça paraît très clair. Après, finalement, quelques 40 ans, tu disais c'était en 82, c'était il y a 40 ans ? 82, non, j'avais 18 ans quand je suis parti. Ah oui.
Et donc en 82 tu pars et là tu te prends cet électrochoc. Concrètement, il se passe quoi au Liban pour que tu aies cette prise de conscience-là, cet électrochoc? Quand j'étais au Liban, déjà, il y avait la guerre civile. Moi, j'arrive au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban comme parachutiste. Et au sud Liban, on est en charge de sécuriser la frontière, une frontière de guerre, de conflit entre Israël et le Liban, séparer les combattants du Hezbollah, enfin ce qui allait devenir le Hezbollah pendant que j'étais là, avec les Israéliens, les différentes milices qui étaient là, sécuriser, faire des missions humanitaires et de temps en temps intervenir lorsqu'il y avait des incidents graves, faire du renseignement. Donc, moi, je me suis retrouvé dans un pays en pleine anomie, en guerre civile totale, avec des dizaines de milices sur un tout petit territoire. Et puis d'un coup, j'ai assisté à l'invasion du Liban par Israël. Les premiers affrontements, le premier jour, les deuxièmes jours, entre Israël, l'armée israélienne Tsahal et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Donc j'étais sur place, je faisais des missions humanitaires, je bougeais, c'était l'affolement général pour la force des Nations Unies. Et suite à ça, pendant 4 mois où il y a eu cette guerre dans la guerre, énormément de missions, des journées folles, j'en ai un peu perdu le sommeil. Alors il y avait un peu de stress, il y avait un peu de tout, mais surtout j'étais en même temps passionné parce que j'avais conscience d'être un témoin privilégié de l'histoire, et de là ça m'a stimulé, je me suis posé 1000 questions, j'ai multiplié les rencontres malgré la guerre avec les Libanais, les différents sur place, protagonistes. quand y étais toi? Quand j'étais sur place avec les Israéliens, parce que quand on est soldat des Nations Unies, nous on avait la chance, Nations Unies, d'avoir une carte des Nations Unies qui nous permettait de passer d'un territoire à l'autre, c'est-à-dire d'aller en Israël, à Gaza, de revenir au Liban, d'aller en Syrie, ce qui est impossible au Moyen-Orient, puisque ce sont pas des frontières, c'est des lignes d'armistice et de guerre. Ok. Donc là tu reviens en France. Oui. Reprendre une vie, j'allais dire normale, mais après ce choc-là. Et la suite de ta trajectoire, tu l'as fait dans la police. Alors, dès que je reviens, ça a été... je reviens très secoué quand même. Et j'ai pas voulu me réengager. Malgré les exhortations de ma hiérarchie, notamment d'un adjudant qui est resté aujourd'hui un ami. Et j'ai eu du nez... puisque par hasard, j'ai pas voulu me réengager. Ceux qui se sont réengagés, mon régiment et ma compagnie, sont tombés dans l'attentat du Drakkar. Donc 58 morts à Beyrouth en octobre 1983. Donc c'est mes collègues qui sont tombés, qui sont morts dans l'attentat du Drakkar. Alors, là aussi, ça m'a profondément ému, mis en colère, stimulé, mais ça a été une motivation supplémentaire. Et dès que je suis rentré, j'ai repris des études en cours du soir par ce qu'on appelle la capacité en droit. En cours du soir, on peut avoir l'équivalence d'un bac avec une formation juridique, la capacité en droit, pour les gens comme moi qui n'ont aucun diplôme, et ça donne cette possibilité. Donc j'ai fait ça en travaillant, tout en faisant des allers-retours au Moyen-Orient, parce que je dirais l'étincelle et le feu, entre guillemets, de la connaissance et la passion du Moyen-Orient. J'étais un peu un occidental perverti par l'Orient, comme disait Gérard de Nerval, où De Gaulle disait « j'étais parti vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». C'est compliqué, mais cette complexité m'a passionné. Je me suis posé des questions sur le judaïsme, sur l'islam, sur la laïcité à la française, sur des questions géopolitiques sur le conflit israélo-arabe, des questions sur le monde arabo-musulman, sur le communautarisme, sur la guerre du Liban, sur le droit à l'autodétermination du peuple juif, sur les Palestiniens. Il y a eu 1 milliard de questions. Là, c'est une vie de questions. Une vie de questions, et en même temps j'ai repris des études de droit tout en voyageant, donc licence, maîtrise, Sciences Po, et puis de mauvais élève je suis devenu un bon élève, mais au départ j'ai dû refaire cette équivalence de bac, des dictées, des autodictées, et j'ai fait un doctorat en sciences politiques. C'est ce que tu m'as dit, tu es allé jusqu'au doctorat. Je suis allé un doctorat dont la thèse porte sur les fondements de l'État d'Israël. Donc on est toujours en lien avec cette expérience forte, salutaire, qui pour moi a été une expérience, une renaissance. Voilà, donc l'État d'Israël, le Liban, toutes ces questions-là sont toujours présentes en moi, et c'est un sujet de passion.
Eh ben, on voit bien la passion qui te porte. Donc, ça t'a amené à avoir un certain nombre d'expertises, 3 en particulier à l'APM. La première qui est depuis combien 12 ans, je crois que tu la déroules. Ça fait plus que ça? Oui, ça doit faire 15 ans. 15 ans. Oui. Il y en a eu 143 à travers les clubs de France. Ouais. Donc, tu es allé à la rencontre de beaucoup de clubs, hein, 143 fois, sur un sujet islam et république. Comment concilier unité et diversité? Wow. Oui. Quel programme? C'est un vaste programme et en même temps, c'est une expertise qui est très stimulante pour moi, puisqu'on ne peut pas se reposer. Il se passe toujours quelque chose. Bien sûr. Il n'y a pas qu'à la Samaritaine ou aux Galeries Lafayette qu'il se passe toujours quelque chose. Là, au Moyen-Orient, tous les 15 jours, tous les mois, il y a des événements graves et des événements qui impactent nos vies. Et avec une caisse de résonance médiatique, géopolitique, sans commune mesure avec la taille du pays, des protagonistes. Parce que si on regarde sur une carte ce que représente le Liban, Israël ou le Moyen-Orient, c'est tout petit. Si par rapport aux 8 milliards d'habitants, c'est tout petit. Mais par contre, il y a une caisse de résonance sans commune mesure. Donc j'ai fait cette expertise. Et cette première expertise sur l'islam, parce que immédiatement, il y a une quarantaine d'années, quand je suis revenu du Liban, je me suis dit, la France va devoir faire face et affronter la question de l'islam. Et tout de suite, j'ai vu que certains pièges, on ne parle pas affronter les musulmans, affronter la question de l'islam, comme on a eu à affronter la question de la religion catholique et sa compatibilité avec la République. Sauf que là, c'était quelque chose de différent, parce que c'était lié à l'immigration, parce que c'est une religion qui vient d'ailleurs au départ. Et je me suis dit, on va devoir l'affronter dans la sphère publique, on va devoir l'affronter dans les entreprises privées, dans l'école. Et immédiatement, j'ai créé cette expertise qui n'a pas d'évoluer. Excusez-moi. Parce que tout simplement, l'actualité est très vivante et on est au cœur de préoccupations sociétales. Et j'ai l'impression que pour qu'on puisse l'analyser, l'étudier, tu as essayé d'arriver en donnant des clés de compréhension. Et ton approche première, c'était de dire, OK, soyons pas simplistes, ne simplifions pas tout à l'extrême, on va se replonger dans l'histoire, on va se replonger dans le patrimoine culturel, historique, on va déjà commencer par décrypter ça. Qu'est-ce que c'est que l'islam finalement ? Et éviter justement tous les malentendus, les raccourcis, les idées toutes faites et idées reçues. Oui, et puis je pense que c'est ce que je présente dans... Alors il y a 2 parties. Souvent, ce que je dis aux adhérents de l'APM, c'est sans tomber la télécommande de BFM, d'LCI ou de CNews, l'écume des événements, la tyrannie des faits divers, l'émotionnel. On se pose... Et puis effectivement, on fait un détour par le passé. C'est quoi l'islam ? Alors, la foi, la loi. Quels sont les grands marqueurs historiques, géopolitiques, théologiques, sociétaux qui nous permettent de comprendre. Alors, quand on regarde ces grands marqueurs, qu'on est sur du temps long, on va se poser y compris des questions parfois un peu difficiles. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie ? Quelle différence entre l'islam et le christianisme ? Est-ce que l'islam, qui a des problèmes avec la modernité, qui n'a pas fait son aggiornamento pour plein de raisons, il n'y a pas de clergé dans l'islam, l'histoire est différente, l'interprétation et le statut des textes sont différents de ceux du christianisme. Est-ce que néanmoins l'islam peut facilement s'adapter aux sociétés européennes, à la France ? Et là, dans mon expertise, on passe par une réflexion sur les représentations, la question identitaire, et on va parler vrai. Oui, on est face à des difficultés importantes, mais on va surtout distinguer islam et musulman, parce que l'identité elle n'est pas unique, elle est plurielle, elle est évolutive, et une personne ne se résume pas à un dossard identitaire. Je suis musulman, je suis chrétien, Et à partir de là, déjà, on change notre point de vue sans non plus nier le réel. C'est-à-dire, on a des attentats, on a des problèmes d'adaptation, on a des problèmes d'interaction, mais on les voit avec plus de recul. Et une fois qu'on a fait ça, ce passage par Attends, parce que tu vas vite là. Tu poses des questions qui sont des questions profondes. Toi, ton approche là en club, c'est que tu poses juste les questions et après tu laisses débattre, ou est-ce que tu arrives quand même avec un point de vue, des éléments de réponse où tu illustres justement ton point de vue sur ces sujets-là? T'en as posé 4 là, des questions qui
pourrait mériter 2 heures de discussion. Non, je réponds, je donne un point de vue qui est une conviction et pas une certitude. J'ai peu de certitudes, j'ai des convictions. Après, il y a beaucoup de choses qui relèvent pas forcément d'une vérité. Est-ce que là, on peut en profiter d'avoir un peu le temps justement pour que tu nous exposes ton point de vue? Alors, on peut exposer le point de vue. Moi, cette première partie, quand je pose le problème de l'islam en disant on va regarder ce qui est important géopolitiquement, historiquement, théologiquement, ça c'est la première partie. Une fois qu'on est outillé et qu'on comprend mieux, la deuxième partie, on parle de l'islam en France. On a commencé par l'islam en général. Et puis deuxième partie, cette fois, l'islam en France, qui sont les musulmans, combien sont-ils, quelles sont, entre guillemets, leurs revendications pour certains, est-ce que ce sont des revendications identitaires, culturelles ou religieuses, est-ce qu'elles sont acceptables? Mais sur les questions que j'ai posées, les questions difficiles que j'ai posées... C'est plus philosophique, c'est plus de l'échange. C'est des questions philosophiques, c'est des questions politiques, et en même temps, je pense que ce qui est intéressant dans l'expertise, c'est que quand on va parler de l'islam, qui est à la fois un projet cultuel, une religion, donc une explication cosmogonique, eschatologique du monde, une transcendance, une religion, c'est en même temps une loi. La différence entre l'islam et le christianisme, c'est la dimension, c'est pas la foi. La foi est la foi en Dieu, le monothéisme, c'est la même chose. C'est la partie normative, c'est-à-dire que l'islam est aussi une législation révélée. Ce qui relève de la foi ne pose pas de gros problèmes, mais par contre, ce qui va relever de la législation révélée qu'on veut faire appliquer en France, c'est quoi une législation révélée? C'est la législation qu'on va trouver dans le corpus de l'islam, le corpus juridique qu'on va trouver dans le texte, dans le Coran, dans la charia, dans les écrits des docteurs de la loi, dans les hadiths, etc. Cette partie-là qui s'applique peu ou prou, tout en partie, plus facilement dans le monde arabo-musulman, puisque c'est son berceau et son terreau culturel, évidemment, est incompatible avec une application en France, où en France, on a d'abord, on est dans des pays sécularisés, on est dans un pays où le législateur n'est pas Dieu, qui aurait écrit quelque chose, révélé quelque chose il y a 2000 ans ou il y a 1300 ans. Le législateur, c'est le peuple français qui élit ses représentants et qui, de façon philosophique, scientifique et rationnelle, débat. Donc là, concrètement, quelles sont les choses qui pourraient ne pas être applicables en France et qui le sont dans les pays Alors, on sait très bien que l'islam est une religion, une orthopraxie avec un rituel. Donc la façon de s'habiller, la façon de manger, le fait qu'on ne puisse pas critiquer le prophète, le fait qu'on ne puisse pas sortir de la religion, le fait qu'on ne puisse pas être athée, douter, changer de religion, c'est quelque chose souvent qu'on va retrouver dans les pays musulmans. Il est interdit de changer de religion, l'apostasie est punie, et parfois punie pénalement, voire de la peine de mort dans certains États. La liberté de conscience en tant que telle n'existe pas vraiment. Évidemment, en France, ça existe. L'égalité homme-femme en France est pleine et entière. Elle n'est pas discutable, que ce soit dans l'héritage, dans le témoignage ou en général dans le droit civil ou dans les sociétés arabo-musulmanes. Ce sont des conceptions qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que ces pays sont tous monolithiques. Ça, c'est des interprétations du Coran ou c'est écrit noir sur blanc comme ça dans le Coran? Tous ces pays sont différents. Le problème, c'est que l'interprétation est extrêmement variable, mais ce qui va poser problème, c'est que l'islam est considéré par la plupart des musulmans, des savants, comme la parole de Dieu, la dictée de Dieu. À partir du moment où le statut des Écritures dit c'est la dictée de Dieu, il est difficile à un être humain, c'est même péché, de se mettre au niveau de Dieu, du législateur, et de dire je conteste. Et comme vous n'avez pas de système hiératique et hiérarchique qui permet d'interpréter, de donner la doxa, la bonne version, les marges d'interprétation, elles existent, elles ont toujours existé dans l'islam, parce que l'islam est pluriel. Par contre, elles sont limitées, puisque c'est la parole de Dieu. Mais c'est ce que j'explique dans mon expertise. On a dans des écoles juridiques, philosophiques, théologiques, dans le passé, qui ont compris ce blocage et qui ont essayé, entre guillemets, de moderniser l'islam en disant « Attention, il ne faut pas dire que l'islam n'est qu'une législation et une révélation. Il faut faire appel aussi à la raison. L'islam n'est pas la parole de Dieu, il est inspiré par Dieu. » Et ce groupe de pensée plutôt libérale, qu'on appelle les mutazilites, qui avait
avait, entre guillemets, tout compris, hein, on est au 9e, 10e siècle, etc., avait compris que l'islam devait se moderniser, prendre de la distance avec le postulat que c'est la parole de Dieu, parce que si c'est la parole de Dieu, on reste figé dans une religion tournée vers le passé, d'imitation, où les marges d'interprétation sont faibles. Le christianisme, les évangiles, une religion d'inspiration, de parabole, c'est une narration. On a 4 évangélistes qui nous disent voilà ce qui s'est passé de Nazareth, Bethléem à Jérusalem, la passion, la mort du Christ, et on raconte la vie d'un homme. C'est pas pareil, on peut plus facilement interpréter. Et puis on a rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. On a des paraboles du Christ qui permettent de prendre du recul sur la religion, de séparer le monde terrestre du monde céleste, le monde spirituel du monde temporel. Cette confusion des pouvoirs existe dans l'islam, contrairement au christianisme, et elle est à l'origine des problèmes, la difficulté de séculariser, de prendre de la distance, de créer une vraie citoyenneté. Pour autant, j'en finirai par là pour pas être trop long, là on parle de l'islam en général, mais comme je dis, l'islam est pluriel, a évolué d'un pays à l'autre, voilà, même si c'est beaucoup plus figé, beaucoup plus difficile de moderniser l'islam, mais surtout, elle est très différente parce qu'il ne faut pas confondre, c'est ce que j'explique dans mon expertise pour pas tomber dans l'ornière et être cornérisé, islam et musulman. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Frédéric ou quelqu'un qui s'appelle Rémi, on ne va pas lui dire ta morphologie, ton prénom fait que tu es chrétien, donc je vais te traiter comme un chrétien parce que ton identité c'est ça et je postule que tu penses comme ça, que tu penses chrétien, que tu penses papoter. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed ou quelqu'un qui s'appelle Fatima, il ne faut pas lui mettre un dossard identitaire en disant je te réduis simplement à être une musulmane et donc si tu es une musulmane, je te lie notamment à tous les problèmes qu'on rencontre avec l'islam. Les gens ont une identité plurielle, ils peuvent être algériens, ils peuvent être berbères, citoyens du monde comme nous, ils peuvent être laïcisés et je pense que le mouvement de sécularisation n'a pas touché l'islam, c'est-à-dire la prise de distance vis-à-vis de la religion, mais que c'est pas impossible. Alors aujourd'hui, on est dans un phénomène de crispation identitaire et religieuse, voire d'islamisation du monde arabo-musulman, c'est sûr, mais ce sont des cycles. Et surtout, l'identité se reformule en permanence. C'est ce que j'explique dans la première partie avant d'attaquer l'islam en France, une fois qu'on a fait cette première partie. C'est ce que j'allais te dire. Et donc, du coup, en France, on en est où aujourd'hui? Tu as parlé de chiffres tout à l'heure ou de choses assez factuelles. On en est où, en fait? Alors déjà, on n'a pas de chiffres, entre guillemets, sur les musulmans, puisqu'on ne fait pas de statistiques ethniques ou religieuses. L'INED, l'INSEE, c'est interdit. On extrapole, on a des données, etc. On sait à peu près combien on a de personnes qui sont probablement né musulman, mais là aussi, ça ne veut rien dire. Être né musulman, est-ce que ça veut dire qu'on se sent musulman? Est-ce que ça veut dire qu'on pratique? Et est-ce qu'on pratique de façon modérée? Est-ce qu'on pratique de façon orthodoxe et rigoureuse? Ou est-ce qu'on est même tenté par l'extrémisme? Et toi, quelles sont les informations que tu as envie d'analyser, qui te semblent utiles à analyser quand on veut s'intéresser à cette question de l'islam et de la nation française? Je pense que la première chose, c'est que quand on aborde l'islam, et ce que j'essaie de faire dans mon intervention, et qui, je pense, suscite de l'intérêt des adhérents de l'APM, c'est qu'en miroir, plus je leur parle de l'islam dans le passé, ou de l'islam aujourd'hui et des musulmans en France, plus je leur parle de la citoyenneté française, de la laïcité française, de la conception de la nationalité. C'est-à-dire, en miroir, ça nous renvoie à pourquoi nous, on est sortis de cette emprise de la religion. Pourquoi notre législateur n'est pas lié à la religion? Pourquoi on n'est pas lié à la parole de l'Église? Tout simplement parce que ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'en inspirer, mais on est dans un système de sécularisation en Europe, voire la sécularisation qui va plus loin s'appelle la laïcité. Donc nous, plus on progresse, plus on va réfléchir sur pourquoi en France on définit les citoyens politiquement et juridiquement par leur citoyenneté et pas par leur appartenance communautaire, confessionnelle ou religieuse. Ça, c'est le génie français. Et au fur et à mesure de mon intervention, on comprend que Mohamed et Fatima, il faut les considérer comme des citoyens. Mais en France, on peut pratiquer sa religion, on peut changer de religion, on peut critiquer la religion, on peut être imam, on peut être rabbin. Moi, dans la deuxième partie de mon expertise, je parle de la France, de la confrontation entre l'islam, le bagage culturel de certains, les revendications qu'on a vues arriver,
notamment par exemple sur le voile, etc., qui sont très, très révélatrices. Et cette société française, comme tu l'as dit, qui est en voie de déchristianisation, ce qui fait que le choc est encore plus fort. On a une société laïcisée, une société où la religion d'origine est en train de s'effriter. Et en même temps, on a une religion neuve, conquérante, avec une forte vitalité. Forcément, il y a un choc. Mais en même temps, sur les rayons de la FNAC, les rayons du développement culturel, on n'a jamais vu autant de ventes de livres sur des questions liées à la spiritualité, au bouddhisme, c'est-à-dire la réflexion sur la spiritualité. Oui, c'est grand retour, effectivement. Voilà, la religion s'effondre, mais la spiritualité explose. Ouais. Donc ça, c'est message d'espoir ? C'est un message d'espoir parce que on n'est pas enfermé dans la conception carcérale des identités et de la religion. Et c'est pas parce qu'on va contester l'impérialisme d'une religion ou dire attention, il faut mettre des frontières, qu'on doit nier le besoin essentiel de spiritualité. Et ce besoin de spiritualité, il doit pas rentrer dans le champ politique. C'est un problème personnel et ça nous permet de vivre ensemble. C'est pour ça que mon expertise s'appelle l'islam, comment concilier unité et diversité. Et c'est bien pour ça que je commence par l'islam qui pose des problèmes et des problèmes lourds, sérieux, et les musulmans qui posent pas de problèmes parce que c'est deux choses différentes. Le christianisme dans le passé ne reconnaissait pas la liberté de conscience. Le christianisme ne permettait pas de se convertir à une autre religion, n'aidait pas les scientifiques, n'aidait pas les rationalistes, n'aidait pas la pensée libre. Mais le christianisme a évolué. Il a évolué en interne et il a évolué sous la pression des philosophes, les Montaigne, les Spinoza, les Diderot, les Voltaire, les encyclopédistes. Cette révolution n'est pas arrivée dans l'islam globalement, ni dans la religion musulmane. Par contre, on a des tas de musulmans qui d'ailleurs vont dire « Attendez, pourquoi tu m'appelles musulman ? Je suis avant tout algérien, syrien, égyptien. Ne me mets pas un dossard identitaire lié à ma religion d'origine. » Il faut distinguer donc, je dirais, l'identité qu'on reçoit, bonne, mauvaise, c'est pas le sujet, c'est pas un problème moral. Moi, je suis né français d'origine italienne, sicilienne, catholique. Mais par contre, l'identité est à définir de l'identification. À quoi je m'identifie ? Je m'identifie pas à la Sicile, à tout. Enfin, je prends du recul. Et un musulman, il est né musulman, mais il va pas s'identifier pour autant à Daesh, à Al-Qaïda ou même à une interprétation rigoriste. Ils sont très pluriels et très divers. Frédéric, un grand merci pour cet échange complet, fleuve, sur un sujet qui te passionne, on comprend, qui passionne aussi les débats. C'est pas simple dans un format long mais court que de pouvoir déployer toutes ces idées. Donc merci pour l'agilité dont tu as su faire preuve. Il y a un deuxième sujet qui donne lieu à une deuxième expertise et peut-être du coup un deuxième épisode de podcast qui est le conflit israélo-arabe. Donc là, c'est l'actualité du 7 octobre qui a remis tout en haut de la pile des sujets et donc des priorités aussi médiatiques, le conflit. Et toi, tu t'es dit, c'est peut-être le moment aussi de combiner tout ce travail de recherche auquel tu as consacré finalement ta vie, de combiner ça avec cette actualité pour donner un autre angle, un autre éclairage sur ce conflit-là, et tu l'abordes avec ta méthode, donc avec pareil des repères historiques, des repères théologiques, un ancrage vraiment factuel, et puis finalement en réincarnant et en redonnant vie à des individus. On peut être, c'est une narration que t'as choisie pour pouvoir nous rendre aussi peut-être plus empathiques vis-à-vis du quotidien que peuvent vivre d'un côté des Israéliens, de l'autre côté des Palestiniens, pour arriver à une sorte de simplement de consensus moral presque, en disant en fait presque en fonction du point de vue tout est entendable, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, ou en tout cas tout le monde est un peu perdant finalement. Oui. Est-ce que je l'ai trop simplifié ? Non, parce que de toute façon c'est un sujet très complexe, passionnel, tragique. Effectivement, ma deuxième expertise s'appelle le conflit israélo-arabe, un conflit hors norme. Il est hors norme par son intensité, par sa durée,
par le caractère religieux qui est en son sein, qui est une forme de venin, qui aide pas. Il est hors norme parce que même le conflit entre la France et l'Allemagne, qui ont fait l'objet de 3 guerres, se sont aujourd'hui heureusement éteints. Et ce conflit israélo-arabe continue. Dans ce conflit israélo-arabe, qui effectivement est dans la continuité de mes expériences au Moyen-Orient qui ont bouleversé ma vie tout court, mais également ma vie spirituelle et ma vie de chercheur, de policier également, puisque je m'intéresse à travers le renseignement et les postes que j'ai occupés, je me suis intéressé à ça. Mais je pense que la première partie de cette expertise, je la consacre à l'histoire. On a une tragédie. On a deux... qu'est-ce que nous dit l'histoire ? Comment ? Qu'est-ce que nous dit justement, je vais être à la fois ironique et légèrement grossier, mais ça va dans les limites. Un auteur disait « L'histoire est une putain qui s'adapte aux besoins du client ». Et malheureusement, à travers cette formule lapidaire que j'avais entendue en Israël de la part d'un homme politique qui faisait une conférence, enfin plutôt un journaliste, je ne sais pas si elle était de lui, c'est très révélateur. On a 2 narratifs. On a 2 visions ethnocentriques de l'histoire, la vision juive et sioniste qui progresse. Voilà, nous, notre légitimité. Nous, peuple juif, on a le droit de revenir en Palestine. Et voilà, nous, peuple arabe de Palestine, ce qu'on pense de notre légitimité à être là. Et malheureusement, l'histoire, d'abord, elle est pas consensuelle. Si tu écris l'histoire de la France et de l'Algérie et de la guerre, mais y compris de la France et de l'Algérie, tu vas t'apercevoir que les historiens algériens, les historiens français vont pas écrire la même chose. Et peut-être que les écrivains italiens les historiens italiens ou les observateurs anglais, historiens anglais, vont écrire autre chose. Et pareil avec la Russie, l'Ukraine, pareil, voilà. Là, c'est encore plus dramatique. Parce que c'est ce que j'essaie de montrer dès le départ. Je dis attention, l'histoire n'est pas consensuelle. On a un mouvement qui est le mouvement juif mu par l'urgence, l'antisémitisme, la volonté pour le peuple juif qui était sorti de l'histoire, de revenir dans l'histoire, de redevenir des citoyens actifs et non plus des spectateurs passifs d'une histoire écrite par d'autres, de sortir de la malédiction de l'exil, de la diaspora et de refaire nation, d'avoir une maison qui les protège face à l'antisémitisme et de revenir, Shana Haba Be'Yerushalayim en hébreu, l'an prochain à Jérusalem, de revenir en Palestine pour recréer l'équivalent d'un État juif qui s'appelle Israël aujourd'hui, qui se veut être en phase avec les États juifs qu'il y a eu il y a 2000 ou 3000 ans, etc. Donc notre légitimité, disent les sionistes, c'est de revenir là. Notre sécurité pour mettre fin à l'antisémitisme et à la malédiction du juif errant et d'arrêter d'être un peuple qui subit des pogroms et qui est sorti de l'histoire, c'est de retrouver la souveraineté. La souveraineté, c'est la normalité et la centralité. La centralité, c'est la Palestine. La normalité, c'est avoir un État, une agriculture, une armée, un drapeau. Et nous sommes un peuple. Théodore Herzl dit « Nous ne sommes pas une question sociale, une question religieuse, nous les Juifs, nous sommes un peuple ». Théodore Herzl, c'est le fondateur du sionisme. Et c'est assez révolutionnaire. Et le sionisme s'est créé. Et dans la première partie de mon intervention à l'APM, j'évoque un ou 2 Juifs au 19e siècle en France ou à Vienne, qui sont des Juifs viennois, français, austro-hongrois, donc à Vienne, français ou anglais par exemple, et qui petit à petit vont découvrir le sionisme. Certains vont pas découvrir le sionisme parce qu'ils vont rester à Vienne en France, mais certains vont découvrir le sionisme et vont partir en Israël. Et vont partir avant l'État d'Israël dans les années 20, 30 et vont immigrer, vont devenir israéliens en 1948. Et puis vont se retrouver en guerre perpétuelle avec leurs voisins. C'est un conflit de légitimité. Il est dramatique parce qu'il n'est pas un conflit entre gouvernements, ça se règle. Il est un conflit entre peuples, entre 2 mémoires. Et après, dans une deuxième partie, je leur dis maintenant on va se mettre à la place d'un arabe de Palestine qui vit sous l'Empire ottoman en Palestine et qui lui voit arriver des immigrants juifs qui lui disent notre slogan c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Or, on est à quelle époque là ? On est au 19e siècle, on est en 1860-70 et ce Palestinien qui est membre de l'Empire ottoman, qui construit
sa projection identitaire de façon différente. Lui, il raisonne pas comme ont raisonné les sionistes en disant on veut un État, on va faire en sorte mettre en place une stratégie de mobilisation identitaire, une diplomatie, créer une monnaie, créer un État avec des outils très européens et on va créer un État moderne, une armée petit à petit. Lui, il se dit je suis chez moi, j'ai pas à créer un État, je suis naturellement chez moi et je suis majoritaire. Et de majoritaire, il devient minoritaire. Et puis on lui parle du nazisme, il comprend pas, c'est pas son affaire. C'est une affaire d'Européens. Et petit à petit, il devient minoritaire. Et ce Palestinien, en remontant les siècles, il va devenir citoyen malgré lui de l'État d'Israël, ça veut dire les Arabes israéliens, ou il va devenir réfugié à Gaza, ou il va devenir habitant de la Cisjordanie avec des colonies qui se créent à côté. Et de l'autre côté, les Israéliens vont vous dire, mais nous, on occupe un tout petit espace. On a eu la bénédiction de la communauté internationale. On a des voisins arabes qui ont refusé toute proposition de paix. On a une légitimité à être là. On a des résolutions des Nations Unies. On est un peuple. On revient là. On revient chez nous. On refait corps avec le monde hébraïque, qui est le monde qu'on a quitté il y a 2000 ans quand on a été exilé. Et puis vous avez les Arabes qui disent, mais attendez, ces gens-là viennent d'ailleurs, ils n'ont aucune légitimité 2000 ans après à revenir. Donc moi je pars sur ces deux narratifs que je ne juge pas, ce qui permet des débats passionnels et passionnants au sein du club, parce qu'on s'aperçoit que l'histoire est au cœur du malentendu. Il n'y a pas de consensus sur l'histoire, il n'y a jamais eu de vrai débat entre le projet sioniste qui progressait mu par l'urgence, la montée de l'antisémitisme et le nazisme, et le projet arabo-musulman qui a évolué très différemment, puisque l'identité politique des Arabes de Palestine au début s'inscrivait dans le cadre du panarabisme, dans le cadre arabe, arabo-musulman également, et après dans un cadre palestinien. C'est là qu'est un petit peu le malentendu. Et puis surtout, on est sur une petite terre où il faut partager la terre, partager des villes, partager des outils de souveraineté. Et là, c'est dramatique. Vous rajoutez à tout ça deux religions qui sont concurrentes, de religions monothéistes qui sont concurrentes, le rôle de l'Angleterre qui a été catastrophique parce qu'ils ont promis aux Arabes la souveraineté en Palestine et au même endroit ils ont promis aux Juifs à travers la déclaration Balfour l'établissement d'un État, d'un foyer national, d'un État. Donc tout ça de façon assez discrète, secret, et on arrive à la tragédie actuelle où on se parle pas et on a un drame terrible qui dure, et avec deux visions et deux identités qui en plus ne sont pas des identités inclusives, qui vont pas chercher à se marier. Il n'y a pas de mariage mixte, il n'y a pas de rapprochement. On n'est pas dans la citoyenneté française où on dit on va créer quelque chose en commun. Non, on a deux peuples qui veulent vivre l'un à côté de l'autre ou l'un sans l'autre, mais qui veulent jamais se rapprocher. Et donc on a une tragédie terrible. Donc oui, après avoir pris le temps là de comprendre d'où proviennent, alors bon, même là on l'a simplifié, hein, j'imagine bien que c'est oui, éminemment plus complexe. On comprend bien aussi que tout est affaire de point de vue, donc ça tu l'as bien décrit. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de solutions qui sont envisageables? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Parce qu'on a l'impression que ce conflit-là, et tel que tu le décris finalement, il est tellement profond et c'est tellement deux points de vue irréconciliables que bon, ça pousse pas à l'optimisme, surtout quand on voit là la dimension que ça prend, et c'est un carnage humain. Est-ce que quand même il y a un message d'espoir? Est-ce que toi tu visualises des choses, ou est-ce qu'il y a des grands courants qui permettent de penser qu'on va pouvoir sortir par le haut à un moment de cette situation, et si oui, à quelle échéance? Alors, rationnellement, donc, comme on a deux ethnocentrismes qui s'ignorent et qui ont deux conceptions de l'histoire complètement différentes avec des arguments, c'est-à-dire le narratif palestinien, le narratif israélien, c'est très compliqué. Je dirais que malgré tout, l'espoir a eu lieu, même si cet espoir n'a pas été à la hauteur, mais ça a été les accords d'Oslo. Israël a reconnu l'OLP, le droit des Palestiniens à avoir un État, et l'OLP, pour la première fois, a reconnu l'État d'Israël. À partir de là, il y avait un processus de paix qui devait permettre l'établissement d'un État palestinien et puis des garanties de sécurité pour l'État d'Israël.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des accords d'Oslo, c'est très compliqué, c'était très intéressant. Ça s'est perdu de vue parce que les Palestiniens disent que les Israéliens n'ont pas joué le jeu, qu'ils ont colonisé sans arrêt, qu'ils ont un État croupion qui n'est pas viable. Les Israéliens disent de toute façon, il y a eu des attentats, Arafat, l'OLP ne sont pas des interlocuteurs fiables. Et aujourd'hui, les Palestiniens sont divisés entre l'autorité palestinienne, l'OLP, qui est en Cisjordanie, et le Hamas, qui est à Gaza et qui est un mouvement qui est inacceptable. C'est un mouvement terroriste et nationaliste. Quand j'entends que terroriste, non, c'est les deux. Donc pour l'instant, c'est bloqué. Mais Shimon Peres, à l'époque, qui travaillait avec Yitzhak Rabin, qui était le ministre des Affaires étrangères, était pour moi un homme visionnaire. Lui, ce qu'il disait, il n'y a pas d'autre solution que de créer 2 États. Dans un premier temps, il faudra un État palestinien peut-être démilitarisé avec des garanties internationales, que cet État palestinien fasse une confédération avec la Jordanie pour avoir un espace plus important qui lui permette de vivre, d'avoir... et puis la majorité des Jordaniens sont des Palestiniens. Et puis surtout, il avait tout un volet économique. Il voulait qu'il y ait des relations économiques un peu forcées, imposées, comme entre la France et l'Allemagne après-guerre. Parce que quand on a des relations économiques, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé d'échanger, de se rencontrer, et petit à petit, se crée un peu d'interdépendance. Et puis on apprend à se connaître avec des relations humaines. Et il y avait ce volet économique, mais pour ça, il faut 2 États. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec les colonies, parce que la colonisation a énormément progressé, parce que ce qui est arrivé le 7 octobre, qui est un pogrom et une boucherie, fait que même les Israéliens, je dirais, les plus modérés partisans de la paix, ce camp de la paix doute, a peur et aujourd'hui devient minoritaire. Mais il va bien falloir en sortir parce qu'on ne pourra pas enjamber, comme l'a voulu le faire Trump, et il a eu tort, la question palestinienne. Il va falloir la traiter, il va falloir la gérer. Et même si elle est revenue de façon illégitime et injuste à travers les pogroms, parce que c'est des pogroms du 7 octobre, néanmoins, le jour d'après, se reposent les questions, c'est-à-dire à partir du moment où les Arabes palestiniens et les Juifs israéliens ne veulent pas vivre ensemble, tu as à peu près 7 millions de Juifs et 7 millions d'Arabes sur un même espace. S'ils ne veulent pas vivre ensemble dans une confédération, la seule solution, c'est 2 États. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, ça sera la domination de l'un sur l'autre ou de perpétuer la colonisation. C'est quand même pas, sur le plan éthique et moral, le projet des sionistes, des pères du sionisme et de Theodor Herzl. Donc, ça sera raisonnablement le plan de partage. Il faudra des garanties pour Israël, il y a plein de choses à mettre en place, mais l'espoir, c'est de reprendre le travail d'Oslo. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'est la moins mauvaise. Et ceux qui disent non, l'alternative, le statu quo ou la guerre infinie, c'est pas une solution. Merci beaucoup pour ton point de vue. Merci Frédéric. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup.